Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui des différents points clés d'une négociation dans le cadre de la vente d'une entreprise. Une fois qu'on a identifié des candidats sérieux pour l'acquisition de votre entreprise, on va les amener à faire une proposition, une offre de rachat. Cette offre doit comporter un certain nombre d'éléments de manière à ce que vous puissiez faire votre choix. Comme je le dis assez souvent, c'est en sachant vers quoi on veut aller et vers quoi on ne veut pas aller, qu'on atteint plus facilement ses objectifs. Il est donc très intéressant de se poser les questions par rapport à ces points clés en amont de la vente. Pour vous donner les grandes lignes de cette vidéo, on va d'abord parler du prix et de sa composition, de l'accompagnement, de la garantie d'actifs et de passifs, de la clause de non-concurrence et enfin du financement de l'acquisition. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Commençons par poser le contexte. Voilà maintenant plusieurs mois que vous êtes sur ce projet de cession d'entreprise. Vous avez des candidats qui ont été triés et filtrés et qui vous ont rencontré. Le conseil qui vous accompagne leur aura déjà mis à disposition toutes les informations nécessaires pour qu'ils sachent s'ils souhaitent se positionner ou non sur votre entreprise. Il y aura même généralement eu une première phase de négociation de manière à ce que la proposition qu'ils vous présentent ait déjà été travaillée en amont. Ce document s'appelle une lettre d'intention. On parle aussi de LOI, Letter of Intention en anglais. Il va formaliser les conditions de la proposition de votre acquéreur. C'est pour ça que c'est un document très important. Il va constituer la base du protocole de vente qui va suivre. Personnellement, j'aime bien que cette LOI soit assez aboutie, dans le sens où ça va permettre d'éviter des malentendus ultérieurs et ça va permettre aussi d'éviter des renégociations de dernière minute qui sont souvent assez problématiques dans ce contexte-là. Le contexte étant posé, on va maintenant passer aux points clés à prendre en compte dans la négociation. Parlons maintenant du prix de vente et de sa composition. En effet, on peut penser que l'acquéreur paye le prix de l'acquisition de l'entreprise au moment de la signature, et puis voilà, c'est ce qu'on appelle le prix à la signature. Mais celui-ci peut être complété par ce qu'on appelle un complément de prix ou earn-out. Concrètement, comment ça marche ? Votre acquéreur vous dit voilà, moi, votre entreprise, en l'état, elle vaut tant, mettons 500 000 euros. Sauf que, comme vous avez une croissance assez significative sur les dernières années, il dit voilà, moi, si cette croissance, elle continue, je suis prêt à payer l'entreprise plus cher. Mais pour ça, j'ai besoin d'être sûr que ça ne va pas s'arrêter demain et j'ai besoin d'être accompagné pour faire perdurer cette croissance. Ainsi, si on prend par exemple un prix de vente à 500 000 euros, l'acquéreur peut très bien dire moi, je vous propose 500 000 euros à la signature et 100 000, voire 200 000 euros sur les 3 années qui suivent, sous condition de réaliser un chiffre d'affaires, un niveau de rentabilité ou d'autres critères qui sembleront pertinents. Certains diront mieux vaut un tien que deux tu l'auras, effectivement, sauf qu'il faut prendre en compte ici un aspect, c'est que généralement le prix et la signature ne va pas changer qu'il y ait ou non un complément de prix. Ce complément de prix est un bonus, il a pour vocation à être gagnant-gagnant. Si les chiffres sont bons, l'acquéreur va certes payer plus cher, mais il aura une entreprise en meilleure santé. Et le cédant aura un prix plus important. Le fait qu'il y ait ou non un complément de prix dans le cadre du prix de cession ne relève pas fondamentalement du cédant, mais surtout de la proposition de l'acquéreur. Le cédant décide d'accepter ou non cette proposition. Lorsque ce type de mécanisme est utilisé, on peut trouver tout type de conditions pour ce complément de prix. Tout n'est qu'une question de négociation. Par contre, il est indispensable que dans la lettre d'intention ou dans le protocole, ces conditions soient clairement explicitées, clairement définies, de manière à ce qu'il n'y ait pas de malentendu ultérieurement au moment du paiement. En termes d'usage, il est aujourd'hui assez courant de trouver des clauses de complément de prix dans le cadre de cessions de TPE et de petites PME. Ces clauses peuvent porter sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. On trouve rarement des durées plus longues. Voyons maintenant le deuxième point clé des négociations, l'accompagnement. De manière assez évidente, l'accompagnement est une étape clé dans le processus de transmission de l'entreprise. L'acquéreur aura investi un certain montant et ne pourra bien évidemment pas prendre les rênes de l'entreprise en quelques jours ou en quelques semaines. Il aura besoin de l'accompagnement du cédant pour maîtriser tous les aspects de l'entreprise. Bien évidemment, la durée et les conditions de cet accompagnement vont dépendre essentiellement du profil du repreneur. Si vous avez un repreneur qui est déjà du métier, voire même qui a déjà une entreprise dans le secteur d'activité, cet accompagnement sera bien évidemment plus court et plus léger. Si le repreneur est une personne qui n'est pas tout à fait du métier, forcément, il va avoir besoin d'un accompagnement beaucoup plus long et beaucoup plus poussé de la part du cédant. Comme pour le reste, la question est de savoir, vous,
pendant combien de temps vous êtes prêt à accompagner votre repreneur. Ça va permettre de faire le tri entre certains candidats. Si vous ne souhaitez pas rester sur une durée longue, forcément, tous les repreneurs qui ne connaissent pas bien le métier, il faudra les écarter assez rapidement. Au contraire, si vous êtes prêt à accompagner sur 6 mois, 1 an, ça va permettre d'ouvrir les possibilités en termes de profil de repreneur et donc d'améliorer les possibilités et les conditions de vente de l'entreprise. Sachez que dans tous les cas, il y a une période d'accompagnement minimum de 2 à 3 mois selon les activités. Alors, il y a toujours des cas exceptionnels où ça peut être un peu moins que ça, mais de manière générale, c'est 2 ou 3 mois minimum d'accompagnement et d'accompagnement qui n'est pas rémunéré. C'est inclus dans le package de la vente. Si pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous préférez au contraire accompagner votre acquéreur sur une période plus longue, par exemple vos droits à la retraite nécessitent que vous travailliez encore 1 an ou 2 dans le cadre de l'entreprise, c'est quelque chose qui bien évidemment peut se négocier, ça dépend de ce que vous souhaitez, mais c'est aussi un accompagnement qui sera rémunéré. Ainsi, comme pour les autres points de négociation, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour votre situation personnelle. À partir de là, on va déterminer les possibilités en termes d'accompagnement. Troisième point de négociation important dans le cadre de la vente d'une entreprise, c'est la garantie d'actifs et de passifs. La garantie d'actifs et de passifs, qu'on appelle aussi GAP, c'est une clause qui va permettre à l'acquéreur de s'assurer que concrètement, il ne va pas payer vos erreurs. En effet, il est important de garder en tête que, quoi qu'il arrive, vous restez responsable de ce qui s'est passé avant la vente. Vous étiez à la direction de l'entreprise, vous avez fait des choix de gestion, vous êtes donc responsable de ses conséquences. C'est pour ça que cette clause, on va la retrouver aujourd'hui dans la totalité des protocoles de vente. Quand on y réfléchit, c'est assez légitime. Pour rentrer un peu plus dans le détail, cette garantie d'actifs et de passifs va prémunir l'acquéreur contre des choses comme, par exemple, un contrôle fiscal qui se passerait mal. Il y aurait des pénalités à payer concernant la période où vous étiez en charge de l'entreprise. Dans ce cas-là, l'entreprise va devoir effectivement les payer, mais l'acquéreur va revenir vers vous en disant ça ne concerne pas ma gestion, donc remboursez-moi des pénalités que j'ai dû payer. On peut prendre aussi l'exemple d'un client pour lequel vous auriez émis une facture avant la vente et qui, pour X raison, ne paye pas cette facture. Dans ce cas précis, l'acquéreur devra bien évidemment démontrer qu'il a tout fait pour récupérer la créance. Par contre, s'il n'y arrive pas, étant donné qu'il s'agit d'une prestation ou d'une vente qui a eu lieu avant la vente, elle est sous votre responsabilité. Vous devrez donc l'en dédommager. Cette garantie d'actifs et de passifs, qui va donc protéger l'acquéreur de mauvaises surprises, va généralement porter sur 3 ans. Pourquoi sur 3 ans? Simplement parce que les contrôles URSSAF et les contrôles fiscaux peuvent remonter sur cette même période. Ainsi, quand on parle de garantie d'actifs et de passifs, on a 4 aspects à prendre en compte. Tout d'abord, la durée. Comme je viens de vous le dire, généralement c'est 3 ans. Ça peut être adapté dans certains cas spécifiques. Ensuite, nous avons le plafond de la garantie. C'est le montant maximum que pourra vous réclamer l'acquéreur. En effet, au-delà de ce plafond, il en sera pour ses frais. On définit ce plafond généralement à partir d'un pourcentage du prix de la vente. Il n'y a pas de règle parce que ça va dépendre de l'entreprise en elle-même et des risques qui y sont associés. On peut dire que généralement, on va se situer entre 15 et 30% du prix de vente. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle à appliquer systématiquement car ça va dépendre des risques liés à l'entreprise. On va retrouver dans certains cas des plafonds à 10% parce qu'il y a très peu de risques ou des plafonds à 60% du prix de vente parce qu'il y a des risques identifiés significatifs. Le montant maximum que pourra vous demander l'acquéreur, c'est une chose. Mais bien évidemment, si vous partez à l'autre bout du monde avec l'argent, ce sera assez difficile pour lui de revenir vers vous. C'est pour ça qu'il y a le 3e point, c'est le montant de la garantie de la garantie. C'est un nom qui peut paraître un peu barbare, mais vous allez voir, le principe est simple. Imaginons que vous vendez votre entreprise à 500 000 €. Vous négociez un plafond de garantie à hauteur de 100 000 €. L'acquéreur va dire, voilà, moi sur ce plafond, je veux avoir au moins la moitié qui va m'être garantie par une banque. Ça veut dire que si vous partez à l'autre bout du monde ou si vous avez tout simplement dépensé tout l'argent, cette banque va pouvoir assumer cette garantie. D'un point de vue pratique, la banque va vous demander de bloquer cet argent. Donc, vous avez un montant maximum sur lequel vous vous engagez à dédommager l'acquéreur et une partie de cet argent sera bloquée sur un compte bancaire pendant 3 ans. Dans certains cas, il est possible de négocier une garantie de la garantie qui soit dégressive. Ça veut dire que tous les ans, pendant 3 ans,
Une partie de cet argent vous sera restituée. Le quatrième point de cette garantie d'actifs et de passifs, c'est le seuil de déclenchement. Ce seuil de déclenchement, c'est le montant à partir duquel l'acquéreur va pouvoir revenir vers vous pour vous demander de payer la note. L'idée ici, c'est simplement de vous éviter d'être sollicité tous les 3 jours par l'acquéreur qui va vous demander 50 € à droite ou 100 € à gauche. Si on prend un exemple concret, avec un seuil de déclenchement défini à 3 000 €, si l'acquéreur se trouve avoir une pénalité de 2 000 €, il ne pourra pas revenir vers vous. Par contre, si une deuxième pénalité s'ajoute à cette première et que le montant total dépasse les 3 000 €, alors il pourra vous demander de lui rembourser. Vous l'avez compris, cette garantie d'actifs et de passifs est un point important de la négociation, parce que ça veut dire simplement que l'acquéreur pourra revenir vers vous après la vente. Mais il ne pourra revenir vers vous que si votre responsabilité, bien évidemment, est engagée sur ce qui s'est passé avant la vente. Quatrième point clé de la négociation dans le cadre de la vente de votre entreprise, c'est la clause de non-concurrence. De prime abord, ça paraît assez évident à tout le monde, mais c'est important d'y réfléchir. Le principe est le suivant. Un acquéreur va vous faire un chèque pour acheter votre entreprise. Vous vous doutez bien qu'une des premières choses qu'il craint, c'est que vous reveniez 1 an, 2 ans, 3 ans après et que vous remontiez une nouvelle entreprise, que vous lui piquiez vos clients, vos anciens clients, voire même que vous recrutiez vos anciens collaborateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toutes les opérations de cession d'entreprise, on va trouver une clause de non-concurrence. Bien évidemment, il faut qu'elle soit cohérente avec l'environnement. Si par exemple votre entreprise n'intervient que localement, une clause de non-concurrence à hauteur du territoire français semblerait un petit peu exagérée. Cet exemple relève de l'aspect géographique de la clause de non-concurrence. Le point est donc de définir une zone sur laquelle vous n'avez pas l'autorisation de créer une entreprise similaire. Le deuxième aspect de cette clause de non-concurrence relève de l'activité. On peut parfois avoir envie de créer une entreprise qui ne fasse pas exactement la même chose que celle qu'on vient de céder, mais quelque chose de proche. Souvent, ça ne posera pas de problème à l'acquéreur, mais c'est important d'aborder le sujet, parce que parfois, ça va être un problème pour lui, et donc il va vouloir vous interdire d'exercer cette fameuse activité. Enfin, il y a un critère de temps dans cette clause de non-concurrence. Généralement, elle porte sur une période de 5 ans. C'est toujours un petit peu négociable, mais vous vous en doutez bien, il va falloir trouver des bons arguments pour convaincre l'acquéreur qu'effectivement, vous n'allez pas revenir pour lui piquer les clients ou les salariés. Dernier point de négociation et non des moindres, c'est que la partie qui concerne le financement de l'acquisition. C'est pas la première chose auquel on pense dans le cadre des négociations, parce qu'on se dit qu'effectivement, le financement, c'est quelque chose d'important, mais comment ça peut se négocier? Vous allez voir que l'exemple n'est pas anodin. Imaginons que vous ayez réussi à négocier un bon prix de vente, des bonnes conditions d'accompagnement, bref, tout se passe très bien. Arrivé au moment du financement, vous avez donc donné une exclusivité à votre acquéreur, vous avez remercié les autres candidats, et là, celui-ci n'obtient pas son financement. Qu'est-ce qui se passe? La vente s'arrête. Vous êtes obligé de repartir à zéro. C'est pour cette raison qu'il est important de considérer cette partie du financement dans le cadre de la négociation. Il y a un aspect sur lequel vous pouvez influer, vous, en tant que cédant, au moment de la négociation, c'est l'apport que l'acquéreur va présenter à sa banque. Le principe est simple, plus l'apport est important, plus les chances d'obtenir un accord de la part des risques est important. En effet, beaucoup d'acquéreurs vont essayer de minimiser cet apport personnel, souvent parce que le chargé de clientèle aura dit que ça pouvait passer. Sauf qu'il faut garder en tête que ce n'est pas le chargé de clientèle qui va donner son accord, mais les risques. Les risques, c'est une cellule au sein de la banque qui va décider d'accepter ou non les demandes d'emprunt. Logiquement, plus l'apport sera important, plus facilement ils accorderont le prêt à votre acquéreur. Deuxième aspect sur lequel, en tant que cédant, vous pouvez jouer, mais ce sera plutôt généralement à la demande de l'acquéreur, c'est le principe de crédit vendeur. Le crédit vendeur, on en a parlé un petit peu avant, c'est vous qui, en tant que cédant, décidez d'accepter de faire crédit à votre vendeur sur une partie du prix. Là, vous allez me poser la question, mais pourquoi je prêterais une partie de l'argent à mon successeur? Je préfère recevoir les sous tout de suite. Généralement, ce crédit vendeur va être utile dans des situations où c'est un petit peu juste au niveau justement du financement bancaire. Le fait que l'ancien propriétaire, le cédant, fasse crédit à son successeur, ça va montrer la confiance qu'il a dans la pérennité de l'entreprise. Et donc, la banque sera plus encline à accepter de financer le crédit de votre acquéreur. D'un point de vue du formalisme, il faudra bien évidemment se poser la question, notamment de la durée de ce crédit vendeur, ce qui va permettre de définir des mensualités qui seront prises en compte par la banque dans le calcul de l'endettement de l'acquéreur. Voilà, on a fait le tour maintenant des points clés de la négociation dans le cadre de la vente d'une entreprise.
Assez souvent, au début du processus, ces points semblent à la fois assez évidents et pas très concrets. Croyez-moi, c'est vraiment important de se poser les questions en amont. N'oubliez jamais, si vous savez ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas, ça va être beaucoup plus simple d'atteindre votre objectif final. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des expériences ou des avis à partager, n'hésitez pas dans la partie commentaires en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.